Bienvenue dans un nouvel épisode des Tontons Golfeurs, où Sébastien, Antoine et Kevin débattent, décrypte, échangent autour de leur passion commune, le golf. C'est lui qui nous a permis de nous rencontrer et notre but est de vous donner accès à nos échanges, notre expérience, nos analyses ou encore des interviews exclusives grâce à nos connexions dans le monde du golf. Alors que vous soyez en voiture ou à la maison, merci de votre attention et c'est parti. Cet épisode a été enregistré avant la fantastique victoire de Mathieu Pavon au Farmers Insurance Open, qui devient le premier vainqueur français sur le PGA Tour. Nous le félicitons tous les trois, ainsi que son équipe, et espérons bientôt le recevoir dans les Tontons Golfeurs. Place à l'épisode du jour et bonne écoute. Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode des Tontons Golfeurs, notre deuxième épisode, avec un épisode très spécial aujourd'hui, parce que nous accueillons Monsieur Tom Vaillant. Bonjour Tom Vaillant. Bonjour messieurs. Bonjour Tom. Bonjour Tom. Donc nous sommes toujours tous les trois Tontons Golfeurs, Antoine Schwartz, Kevin Turlan et Sébastien Gros. Et donc c'est avec grand honneur qu'on a la petite pépite du golf français en ce moment, le petit mec un peu bankable qui... En plus, est un ami de nous trois. Donc, Tom, tu es désormais joueur du Tour européen, après déjà une carrière professionnelle qui pourtant est très courte, puisque tu es passé pro en début d'année dernière, donc début 2023, pardon. Ta première année professionnelle était sur le Challenge Tour. Tu étais sur l'Alps Tour avant, en tant qu'amateur. Donc, petite présentation de notre part. Aujourd'hui, tu es 420e joueur mondial. Tu as fini ta première année professionnelle à la 18e place française, mais surtout à la 12e place du classement du Challenge Tour, qui t'a permis du coup d'accéder au DP World Tour. Une saison à 16 cuts passés sur 22, 3 top 3, dont 2 deuxième places, dont surtout la deuxième place à la finale, que beaucoup ont pu voir. Un parcours très riche chez les jeunes, donc en équipe de France Boys et Messieurs, avec je pense une apothéose au championnat du monde amateur au golf national, avec une brillante 6e place de l'équipe de France, même si bien évidemment on veut gagner à la maison, 6e d'un championnat du monde, ça a quand même de la valeur. J'aimerais que tu nous parles justement toi de comment est-ce que toi tu perçois ton parcours. Donc tu es de la région canoise, tu as commencé le golf tôt là-bas, et comment est-ce que tu analyses ton parcours et comment tu as vécu ce parcours de tes débuts à aujourd'hui. Déjà, merci pour le résumé. C'est vrai que tout est allé un peu vite, surtout ces derniers mois. Je ne m'attendais pas à aller aussi vite sur le DP World Tour, même si je m'entraîne pour. Mais c'est vrai qu'on a de la chance dans notre région déjà d'avoir beaucoup de gars qui jouent sur le tour et qui s'entraînent. Donc on peut un petit peu les côtoyer et ça alimente ce rêve d'y être. Et donc, je pense que ça pousse à s'entraîner plus dur tous les jours et essayer d'être en haut le plus vite possible. Et ouais, j'ai eu une carrière amateur plutôt riche, entre guillemets. J'ai pu tout jouer, gagner pas mal sur le sol français. Et l'expérience à l'international, elle est venue en jouant des tournois pro, que ce soit sur l'Alps Tour en tant qu'amateur ou même jouer des Win Tours, parce que jouer avec des pros, c'est toujours très enrichissant. Et pour moi, c'est la meilleure école. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'en arrivant sur le Challenge Tour pour ma première année, je me suis vite senti, entre guillemets, à ma place, parce que je n'avais pas de surprise sur les gens que je côtoyais, ou en tout cas sur le travail que j'avais à faire pour essayer de tirer mon épingle du jeu et monter le plus vite possible. Pour les gens qui ne le savent pas, comment tu t'es retrouvé à jouer le Challenge Tour dès la première année en fait en tant que pro? Sur ma dernière année amateur, j'avais prévu que 2022 soit ma dernière année amateur et j'ai eu la chance par le biais de la fédération d'avoir quelques invitations sur l'Alps Tour. Et sur cette année-là, j'ai pu jouer 15 tournois sur 18 ou 19, il me semble, et j'en ai gagné 2. Donc j'ai pu valider mon accès sur le Challenge Tour et donc vraiment pouvoir clore mon statut amateur pour moi de la meilleure des manières en passant pro tout de suite sur le Challenge Tour, donc sur la deuxième division européenne, donc ce qui est quand même vraiment je trouve un vrai gain de temps, parce que les circuits satellites, c'est mine de rien, c'est dur d'en sortir parce que c'est que le top 5, il faut produire un niveau de jeu sur l'année qui soit sur l'élite d'un circuit où il y a beaucoup de très très bons joueurs. Donc c'est vrai que d'avoir eu la chance par la Fédé de bénéficier d'invitations et d'en tirer profit en gagnant 2 fois, ça m'a aidé à
à gagner beaucoup de temps, et donc je me suis retrouvé à jouer ma première année pro sur le Challenge Tour. Mais surtout avec une pleine KT, en fait. T'as fini combienième là sur le App Store ? Sur le App Store, j'avais fini 3e. Mais surtout avec une pleine KT, parce que pour ceux qui ne le savent pas, sur les circuits satellites, on peut avoir autant d'invitations qu'on veut. Sauf que quand tu montes, du coup, tu as une vraie catégorie de jeux qui te permet de beaucoup jouer sur le Challenge Tour. Mais si on prend l'exemple d'un de tes collègues des championnats du monde, quelqu'un comme Martin Couvrat, qui en l'occurrence a gagné en fin d'année sur le Challenge Tour en 2023, mais lui il a commencé l'année en sachant qu'il avait que 7 départs, parce qu'on a le droit qu'à 7 invitations sur le Challenge Tour dans l'année, qui que vous soyez. Donc c'est vrai que toi, quand tu arrives sur ta première année pro tu sais que la Fédé va potentiellement t'aider, mais tu sais que tu vas aussi prendre le départ de 18, 19, 20 tournois déjà sur les 27 qu'il y a au calendrier, contre 7 si tu n'avais pas fait cette année sur l'Alps Tour en finissant top 5. Donc c'est quand même... ça change tout en début d'année. Tu sais que tu vas tout jouer et que sur les quelques tournois que tu vas pas jouer, la Fédé va sûrement t'aider. Donc tu vas te retrouver à faire une pleine saison dès ta première année professionnelle, ce qui est énorme. Ouais, c'est vrai que Martin, typiquement, a décidé de faire un choix entre guillemets plus risqué pour essayer de s'enrichir sur les meilleurs parcours en Europe ou mondiaux, parce que le circuit amateur mondial le permet. Mais moi, je suis attiré par les pros et d'avoir goûté à quelques invitations plus jeunes. C'est l'oseille, il est comme toi, il est avide, Kevin. Ouais, c'est vrai. Et puis voilà, d'avoir goûté un peu à ce monde-là assez tôt, c'est vrai que j'avais tout de suite envie de passer pro. Et donc pour moi, jouer le circuit amateur, c'était pas vraiment utile, parce que j'avais déjà fait le tour, j'avais joué tous les British Am, tous les gros tournois amateurs. Donc autant se lancer chez les pros. Ouais, et puis championnat du monde à Paris pour finir, c'est bon, on y va quoi. Ouais, je pouvais pas faire mieux. Je reprends juste un point que tu as évoqué. Tu parles de joueurs dans le sud avec qui tu t'entraînes. Tu as parlé de pros, tu as parlé aussi des expériences Win Tour, ça c'est en mode tournoi, mais tu as parlé à l'entraînement de jouer avec des joueurs professionnels quand tu étais amateur. Tu as des noms, tu n'as pas de noms, tu as des exemples, tu vois, des mecs qui t'ont fait rêver avec qui t'as joué ou inversement. Ouais, déjà, qui t'ont même inspiré. Dans notre région, on a de la chance d'avoir beaucoup de bons golf et aussi d'avoir beaucoup de très bons coachs qui y enseignent. Et c'est vrai que donc ça fait un mélange qui fait que beaucoup de joueurs pros du Tour viennent. Et oui, j'ai eu la chance de jouer pas mal de fois jeune avec Victor Dubuisson, qui est pour moi mon idole dans le golf français. Et j'ai fait des parties avec Nicolas Colsaert ou des gars comme Matt Pavon, Robin Roussel. Donc c'est vrai que c'est des gars qui sont un peu plus vieux que moi et que je respecte pour leur carrière. Et c'est vrai que les côtoyer, ça alimente un peu l'envie d'être en compétition avec eux toutes les semaines et pas juste de les voir à la télé. Ouais, et puis en plus là tu parles de mecs qui ont une Ryder Cup à la maison, donc ouais, voilà, pas n'importe qui. Ouais. Et toi, en tant qu'amateur à l'époque, quand tu commences à jouer avec ces personnes-là, qu'est-ce qui te saute aux yeux en termes de différence? Qu'est-ce qui est le plus flagrant? C'est sur le niveau de jeu, c'est sur la façon d'aborder les coups, sur la préparation? Qu'est-ce qui te paraît vraiment différent à ce moment-là? À ce moment-là, ce qui me paraissait différent, c'était l'attitude, le détachement. Oui, chaque coup est vraiment important, mais voilà, il faut pas faire le yo-yo entre guillemets d'émotions sur le parcours si on fait un bon ou un mauvais coup. C'est un truc que je bosse encore, où j'ai eu du mal pendant longtemps, et ça a été un peu un déclic. Et moi, je marche par déclic, et ce déclic-là, il arrive au bon moment pour exploser un peu pour mes premières années entre guillemets pro. Mais c'est vrai que voilà, ce détachement au niveau de l'attitude, la frappe de balle, moi ça me choque pas. Après, est-ce que selon les qualités de chacun, on est plus ou moins impressionné par ce que font les autres, mais voilà, la frappe de balle des gars ou le chipping ou toutes ces choses-là, moi purement dans le jeu, il y a rien qui m'impressionne. Mais c'est vrai que l'attitude, le détachement, ils prennent de la hauteur sur les situations, et après, c'est l'expérience aussi. Je me dis que c'est l'âge. C'est sûr que quand j'ai 16 ans et que je joue avec un Colsaert qui devait en avoir 40 avec un Ryder Cup, 20 ans sur le tour, forcément, on n'a pas la même appréhension. Nico, si tu nous écoutes, non, tu n'as pas 45 ans en 2024. Je suis désolé, il n'y a plus de respect pour les anciens. Non. Non, mais c'est vrai que outre les joueurs avec lesquels tu t'entraînes, Tom, il y a une chose extrêmement importante, c'est les personnes qui t'entourent, ton staff,
qui, je pense, a fait énormément de choses pour t'aider à en arriver là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, notamment de ton coach principal, Jeff Luquin? Je pense que c'est pas anodin si tu as décidé de t'entourer de lui. On parlera bien évidemment des autres parce qu'ils ont un aspect sur la performance hyper important. Donc, est-ce que tu peux, dans un premier temps, quand même nous parler de Jeff? Jeff, et puis aussi tes débuts, avec qui tu as commencé, etc. Ouais, alors j'ai commencé au golf de Saint-Donat, juste à côté de Grasse. Et donc, je m'entraînais avec les 4 pros qui étaient là-bas. Et après, je suis rentré dans les pôles fédéraux, sur Antibes. Donc là, j'ai pu m'entraîner au pôle Espoir et au pôle France avec les coachs qui étaient en charge de nos groupes. Et en 2019, Jeff Luquin, il a intégré la Fédé. Et moi, je le voyais déjà à Saint-Do parce qu'il entraînait plein de potes qui étaient pas dans la Fédé. Et moi, quand je retournais dans mon golf m'entraîner, je le voyais beaucoup bosser et j'adorais la manière dont il amenait les choses, les changements, que ce soit techniques dans le jeu, du discours qu'il tenait surtout. Et donc, quand il est rentré dans la Fédé, moi, j'ai tout de suite voulu m'entraîner avec lui. Alors que pourtant, je sortais d'une très bonne saison. J'étais champion d'Europe en France. J'avais gagné le Jacques Léglise, donc un gros tournoi par équipe. Donc, c'est pas comme si j'étais aux fraises, mais c'est vrai que voilà, j'avais quelques points à améliorer et je sentais qu'avec un gars comme ça, je allais passer un cap. Et là où ça a collé surtout, c'est dans la mentalité. On est tous les deux très proches, on a eu un peu un passé dans la vie un peu commun et c'est vrai que c'est un coach, mais c'est surtout un mentor, c'est quelqu'un avec qui je parle pas uniquement de golf et au contraire très peu de golf comparé à la charge de travail qu'on a tous les jours. Et donc c'est là où il m'apporte énorme. Comme tu disais aussi, il y a Jeff Luquin, il y a également ton coach de putting, Jan Carlson. Ouais. Il entraîne énormément de joueurs européens, même principalement que des joueurs européens, des joueurs français, notamment je pense à Mathieu Pavon, je pense à Julien Guerrier, que je ne dise pas de bêtises également, ouais, ou je me trompe. Exactement. Voilà. Comment s'est fait cette rencontre avec lui? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu vos axes de travail? Je sais qu'il adore tout le travail de performance, on parle beaucoup de la mécanique au putting qui est une chose, mais son travail sur la performance en est une autre. Est-ce que tu me confirmes que c'est vers cet axe-là que tu t'entraînes et que du coup, c'est vraiment une personne qui t'a énormément aidé sur l'évolution de ton putting? On sent le coach putting qui est présent. Il faut bien que j'essaie de placer, voyons, quand même. Mais c'est vrai qu'il m'a fait passer un cap au putting dans la manière de m'entraîner. Lui, c'est beaucoup de perf. On n'a pas du tout fait de technique. À aucune minute, on a bossé technique. Alors est-ce que c'est parce que j'avais des bases plutôt bonnes, je sais pas, mais en tout cas je l'ai rencontré à Dubaï en début d'année 2023. J'avais fait une partie avec Pavon et Rosner et derrière eux ils s'entraînaient avec lui, ils faisaient une session et Jeff est allé lui demander parce qu'on recherchait un expert dans le putting et il a tout de suite dit oui et donc on a pu bosser beaucoup à distance parce que lui il est uniquement sur les tournois du Tour. Mais c'est vrai que ça a collé dans la manière de travailler. Moi, j'aime pas du tout travailler technique, quel que soit le domaine. Et lui, c'est uniquement de la perf. Le but, c'est de mettre la balle dans le trou. Et lui, il partait de ce principe-là aussi. Et donc, c'est vrai que dans la manière de m'entraîner, j'ai pu gagner beaucoup de temps. Je savais ce que j'avais à faire. Il y avait un planning très précis, des exercices très précis, avec des objectifs de résultats élevés, parce que tous les critères, ils étaient au niveau du tour. Par rapport à la base de données qu'il avait avec tous ces joueurs du DP World Tour. Donc moi, je m'entraînais à battre des mecs du DP World Tour toute l'année. Donc c'est vrai qu'à l'entraînement, ça rajoute une intensité supplémentaire. Tu parles d'entraînement, je me permets tout de suite de rebondir. Là, on parle de putting spécifiquement. J'aimerais qu'on élargisse justement sur... tu dis que toi, la technique, ça te parle pas, en tout cas que c'est pas quelque chose que tu aimes faire, peu importe le secteur de jeu. Du coup, de manière beaucoup plus globale, quelle est ta perception de l'entraînement? C'est-à-dire... Je dis pas du tout une journée type de Tom Vaillant au golf parce que ça, on sait que ça évolue. Oui. Ça peut être des conditions météo, ça peut être parce que tu as un rendez-vous chez l'ostéo, ça peut être donc ça évolue. Mais toi, demain, tu arrives au golf, donc tu as un temps X. Comment est-ce que tu vas organiser ta journée et ton moment au golf et au sein de chaque secteur de performance, donc que ça soit le grand jeu, du parcours, du petit... Quelle est ta perception justement de qu'est-ce que je vais faire à l'entraînement aujourd'hui?
Bah, je vais à l'essentiel parce que le plus important, c'est d'envoyer la balle là où on veut et c'est pas d'exécuter un mouvement pour moi. Donc, quand j'arrive au practice, déjà, je vois si la balle, elle fait ce que j'ai envie. Et tous les exercices que je vais mettre en place, c'est justement pour que la balle, elle fasse ce qu'on demande et pas qu'on emmène un mouvement dans une certaine direction. Donc, avec Jeff, tous les exercices qu'on a, c'est vraiment si la balle fait pas exactement ce qu'on veut, c'est que, voilà, c'est vraiment pas de changement technique. J'ai pas envie de dire qu'on fait 20 minutes de technique pure et après on voit si la balle elle vole correctement. Il faut qu'il y ait un retour direct et moi je fais ça dans tous les compartiments. Donc au putting par exemple, quand j'arrive, pour moi le plus important c'est que la balle elle sorte là où je vise à la bonne vitesse. Donc quand j'arrive au putting green, je vais juste déjà mettre une petite porte peut-être 10 cm devant ma balle et le but c'est de passer dans la porte avec la bonne vitesse pour rentrer dans le trou. Donc c'est juste vérifier ma sortie de balle et ma vitesse, et au grand jeu c'est pareil, juste faire en sorte que la balle elle fasse ce que j'ai envie et pas me prendre la tête sur le swing à emmener un certain mouvement là où on veut. T'es sur une trajectoire un peu tout le temps sur ta pluie et sur toujours la même Alors toujours la même non, parce que j'aime bien travailler avec la balle, mais c'est vrai que j'ai ma trajectoire. Moi je suis un joueur où je tape beaucoup de fade, donc j'ai mon fade. Mais après on joue avec la balle, parce que le golf c'est pas juste taper pendant 18 trous des fades. Il faut jouer avec la balle. On a des balles plus hautes, des balles plus basses, des balles en montée, du vent, de la pluie, du froid, du chaud, avec des drapeaux de partout sur les greens. Donc si on n'est pas capable de s'adapter à ce que la situation nous demande, on va pas imposer une trajectoire à la situation quand elle n'est pas adéquate. Donc tu voudrais dire que le golf, c'est pas taper sur un tapis de practice? Non, à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas ça. Ouais, c'est ce que, là c'est plutôt le coach qui parle, c'est qu'effectivement ce que tu es en train de dire, ça s'adresse quand même à des personnes comme toi qui ont déjà des qualités de swing et technique qui sont déjà acquises et qui du coup peuvent travailler dans ce sens-là. Effectivement, tu dis à quelqu'un demain le conseil de dire ouais, il faut que la balle elle sorte où je veux. Tout le monde aimerait bien avoir la balle qui sort où on veut. Donc effectivement, ça part aussi d'un travail que tu as effectué plus jeune qui t'ont mis des bonnes bases et qui justement, le fait peut-être de t'entraîner avec Jeff Luquin, qu'on rappelle est quand même vainqueur sur le tour, pour la petite anecdote, qui était en play-off à Cran contre Rory McIlroy, qui est quand même un certain joueur, et qui a joué des majeurs, qui connaît aussi l'exigence du haut niveau. T'as peut-être permis de t'entraîner peut-être d'une façon différente comparé à l'ensemble des amateurs en France qui aussi ont un besoin d'avoir des acquis techniques plus importants par rapport à toi où tu en étais au moment où tu as commencé avec Jeff. Ouais, peut-être forcément, quand on a techniquement des bonnes bases, ça aide à envoyer la balle là où on souhaite, mais je pense d'abord c'est une conception de ce qu'on fait. Je pense que chacun, qu'importe les défauts techniques, ont une trajectoire qui sort régulièrement plus ou moins la même, que ce soit un slice de 30 mètres, une balle à 5 mètres de haut ou un draw de 15 mètres. Et donc, c'est juste adapter ce qu'on est capable de faire à la situation. Donc, si il y a un amateur qui, à chaque fois, fait un fade de 10 mètres sur tous ses coups, qu'importe sa base technique, faut juste être capable d'avoir la réflexion de quand il y a un drapeau à gauche, d'accepter que notre balle elle va être bord droit du green parce que c'est ce qu'on est capable de produire. C'est juste s'adapter à la situation. Moi, c'est comme ça que je le conçois. S'adapter juste à la situation de ce que l'énoncé il nous demande par rapport à nos capacités, quoi. Mais ça, tu parles sur le parcours ou tu pars déjà dès le practice? Déjà, le practice, le practice, il sert justement à voir ce que je suis capable de produire pour que sur le parcours, je m'en sorte de la meilleure des manières. C'est-à-dire qu'un jour, ton fade, il fait 8 mètres de fade, le lendemain, il en fait que 2, le lendemain, il en fait 12. Ouais, et au moins, tu t'adaptes chaque jour. Il y a plein de tournois où j'ai tapé que des draws, parce que j'étais en début d'année en Afrique du Sud sur le Challenge Tour, je fais 3e, j'ai pas tapé de fade de la semaine, j'ai vraiment tapé que des draws. Et c'était la première fois depuis des années que je faisais un tournoi où j'étais incapable de sortir ma trajectoire naturelle. Mais voilà, techniquement, c'était pas bon, mais je me suis pas dit, il faut que je change techniquement pour envoyer la balle là où je veux. En fait, je vais juste envoyer la balle là où elle va aller par les capacités que je suis capable de produire cette semaine. Et le golf à tous les niveaux, c'est réussir à s'adapter. Et le fade est revenu tout seul ? Non, j'ai tapé que des draws et j'ai fini le tournoi en draw et je fais 3e parce que il y avait une certaine régularité dans ce que je faisais, et même si à l'œil et mentalement et tout ce qui était possible et imaginable, je me sentais mal à l'aise,
bah, ça sortait, donc je vais pas aller à l'encontre de ce que naturellement mon corps peut produire ce jour-là. Et il y a des tournois, voilà, à la grande finale, j'ai pas tapé beaucoup de fade parce que bah, j'avais du mal, il y avait beaucoup de vent, et donc j'essayais juste de taper des balles plutôt basses parce que bah, il fallait la garder en vie, et c'était tellement dur que c'était un peu de la survie pendant 72 trous. Et je me suis pas dit, il faut que je tape pendant 72 trous mon petit fade qui sort naturel au practice Imhotep quand on est en plein été et qu'il n'y a pas de pression avec mon coach. Là, il faut juste que je m'adapte à la situation. C'est très dur, c'est des conditions de guerrier entre guillemets, et il faut s'en sortir avec ce qu'on a. Ouais, parce que pour revenir sur cette finale, on a vu les scores. C'était quand même dantesque les conditions, j'imagine, parce que vous étiez que 3 ou 4 à être sous le par. J'ai plus les scores exactement. Ouais, non, c'était ça, on était 4 sous le par. Ouais. C'était très dur. Ouais. Et le parcours en lui-même était très dur aussi, ou c'était vraiment les conditions qui... Non, le parcours n'était pas extrêmement dur, mais il était parfaitement dessiné par rapport au sens du vent qui était là. Donc je pense que sans vent, il n'est pas si dur. Tous les par 5 ils sont prenables en 2, les par 3 ils sont pas très longs, mais de par le vent qui était, le sens du vent qu'il y avait cette semaine, bah, ça rendait le parcours tellement bien dessiné, des doglegs gauche avec un vent gauche-droite et des arbres sur la gauche du départ pour nous empêcher de taper par la gauche, donc obligé de contrer le vent, et quand il y a 50 km/h de vent, contrer ça devient très très dur. Et voilà, tout était mis en place par l'architecte, et je pense par les conditions aussi, pour rendre le parcours extrêmement dur. Et du coup, comment tu abordes cette finale? T'es combienième pour rappeler à tout le monde avant ce tournoi-là? Je suis 33e avant la finale. 33 ou 32. 33e, et on rappelle que c'est les 20 premiers. Les 20 premiers. Ouais. Ouais. Et du coup, tu l'abordes comment? Je l'aborde juste faire un bon tournoi. C'est ce que j'ai répété toute la semaine, et ce qu'avec Jeff, on s'est dit. Si on veut un bon classement final, ça passe par faire un bon tournoi. Comme toute l'année, en fait. Il n'y a pas un tournoi plus important qu'un autre. Chaque tournoi, si tu gagnes, tu prends des places. Et donc là, si je voulais monter au classement, il fallait d'abord que je fasse 4 tours de golf à haut niveau. Et si je voulais monter sur le tour, il fallait que je fasse 4 tours de golf d'un mec qui joue sur le tour européen. Et c'est comme ça que je l'ai pris. Ok. Et le dernier tour, par exemple, tu as bien dormi la veille? J'ai dormi comment sur le parcours? J'ai dormi catastrophique. Normal. Je me suis réveillé, j'avais la boule au ventre. Et t'avais pas faim? J'avais pas faim. Jusqu'à ce que j'arrive au golf, j'imaginais peut-être 800 scénarios par seconde. Et en fait, c'est par les routines qu'on fait au quotidien. Si on change pas, on trouve une certaine sérénité, je trouve. Et à partir mais je pense que tous les joueurs pros, vous comme un joueur amateur qui joue des tournois, ou Tiger Woods, à partir du moment où il répète ses routines, je pense que la pression elle retombe d'un coup, parce que le cerveau il se dit ok, je suis en train de faire quelque chose que je maîtrise, donc quel que soit le niveau, si le cerveau il dit ok, ça je le connais, il n'y a pas de souci, je pense que ça retombe et on revient dans ok, je fais ce que je sais faire. Et c'est un peu comme sur le parcours, je sais ce que je sais faire et je continue à le produire. D'ailleurs, tu parles de routine, on peut parler aussi du coup de préparation mentale pour réussir quand même à faire ce que tu as fait, de passer d'un niveau amateur qui était déjà très bon à milieu de tour européen maintenant pour cette année. C'est que forcément, sur le plan mental, il y a quand même de belles choses que tu mets en place. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'accompagne? J'ai envie de dire, est-ce que si tu dois donner un conseil sur comment travailler la gestion un petit peu du mental sur le parcours, qu'est-ce que tu peux donner à nos abonnés pour ça, quoi? Pour moi, mon côté mental, je le bosse avec Makis Chamalidis, un prépa mental qui est sur Paris. Et mine de rien, tout mon staff, je pense que un coach, au vrai sens du terme pour moi, il est capable d'aider le gars sur tous les niveaux. Et c'est vrai que mon staff, j'ai pas de technicien, pour moi, c'est que des coachs, et donc chacun apporte à sa manière une note mentale. Mon prépa physique, il m'apporte un esprit de guerrier. Mon coach, il m'apporte un esprit de rigueur et de s'accrocher, toujours aller de l'avant. Enfin, je pense que chaque personne apporte sa touche personnelle mentalement. Et après, j'ai plein de personnes qui m'aident aussi, mes proches, Seb Gros qui m'aide beaucoup depuis quelques temps, et je le remercie infiniment. Et ce que je peux donner comme conseil, c'est de rester... S'il nous écoute, on le salue d'ailleurs.
Ouais, s'il Oui, nous écoute, bonjour. vraiment, je le salue et j'espère qu'il aura de moins en moins de cheveux blancs. Mais c'est vrai que... On n'avait dit pas le physique, Tom. Pardon. Et pas les cheveux, s'il te plaît. Pas les cheveux, s'il te plaît. Mais c'est Et vrai merci que- pour cette interview. Et ce que je peux donner aux personnes qui vont nous écouter, c'est de trouver son identité, de savoir qui vous êtes et juste de produire sa propre partition sur le parcours, d'être soi-même. Il y a des gars qui vont, comme Dustin Johnson, qui vont montrer aucune émotion. Et je pense qu'un gars, par exemple, comme moi, qui a besoin de montrer quand c'est très bien, je peux pas essayer de faire du Dustin Johnson parce que ça va m'emmener dans un état mental qui va me sortir de la personne que j'aime être sur le parcours. On est tous différents et je pense que être soi-même sur le parcours, ça amène une performance mentale et c'est le plus important. Et puis respecter, mine de rien, des critères. Et moi, j'en ai 3 qui sont primordiales sur le parcours et j'ai interdiction d'aller sur le parcours si je suis pas capable de les respecter. Et j'essaye clairement de les respecter tous les jours, que ce soit à l'entraînement ou en tournoi. Et c'est quoi, du coup? Moi, à chaque fois que je vais sur le parcours, je me dis, j'ai une petite feuille dans mon carnet de parcours que je vois à tous les coups, du coup. Et c'est se battre, s'accrocher et s'engager. Et c'est mes 3 moteurs. Ton petit mantra, quoi. Ouais, voilà. Et c'est à chaque coup, je le vois en ouvrant mon carnet de parcours. Et je dois absolument le respecter. Donc ça, c'est ton côté qui t'emmène sur le parcours dans la bonne direction, qui te ramène, qui te remotive quand t'en as besoin, parce que y a des coups de mou sur le parcours. De manière beaucoup plus globale, tu vois, qu'est-ce qui t'anime dans tout ce que tu fais? C'est un mot qui vient de toi, mais je sais aussi de qui ça vient. Mais c'est quelle est l'essence qui brûle en toi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Tom Vaillant, il est passé de « je veux faire ce métier » à « je peux faire ce métier » à « je fais ce métier » et qui te fait te lever tous les matins? Et vraiment, c'est ce mot qu'on adore tous les deux de qu'est-ce qui t'anime, quoi? Qu'est-ce qu'il y a au fond de Tom Vaillant? Je suis un passionné de sport déjà, donc l'accomplissement personnel et dans le sport, je trouve que c'est un sentiment incroyable, mais c'est pas que dans le sport. Je trouve que même dans le monde entrepreneurial, quand on arrive à créer quelque chose et d'en donner de la valeur et d'inspirer des gens, moi c'est vraiment un truc, ça me ferait rêver de me dire que des gens viennent me voir et me disent mon fils il est passionné par vous, il s'inspire de vous. Je trouve qu'il n'y a pas plus belle récompense que des gens qui vous admirent. Et après, il y a chacun a son passif personnel et il y en a qui ont des revanches sur la vie à prendre ou ont envie de prouver qu'ils c'est pas les fils d'eux ou la fille d'eux, et justement de montrer que c'est une personne comme une autre et qui peut réussir de son plein gré. Et donc chacun a son essence et je trouve que c'est sans ça, sans cette passion, sans cette volonté hors du commun, parce que on fait des choses qui sont hors du commun, parce que sinon il y aurait 7 milliards de personnes qui pourraient faire ce qu'on fait. C'est sans ça, je pense qu'il n'y a aucune chance d'accomplir des grandes choses. Et donc d'accomplir des grandes choses. Est-ce qu'on n'arrive pas sur cette petite expression que moi j'adore que tu utilises, parce que les gens ne le prennent pas au sens propre du terme, mais tu parles souvent de vouloir marquer l'histoire de ce sport. Et les gens voient marquer l'histoire, genre limite tu vas battre tous les records de Tiger. C'est comme ça qu'ils voient le truc. Donc ça me fait rire. Moi, de temps en temps, je perds un peu de temps à regarder les commentaires, tu sais, sur les réseaux sociaux. C'est bien, au moins tu perds pour moi le temps. Et je lis pas les articles. Je suis désolé pour les personnes qui les écrivent, mais c'est vrai que j'aime bien regarder les commentaires des mecs qui sont dans leur canapé, protégés par leur adresse IP. Et tu me diras qu'on s'en fout un peu vu que c'est pas constructif et compagnie, mais moi j'aime bien parce que ça serait le même mec qui te raillerait si tu disais que ton ambition c'était juste de garder une fois la carte du Tour européen et prendre ta retraite après. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer, je dis pas une bonne fois pour toutes, parce qu'on te reposera la question, parce que de toute façon tu le dis depuis longtemps, et en plus, vu que nous on en a déjà parlé, je sais que tu as déjà marqué l'histoire de ton sport, mais ça c'est ce que les gens ne veulent pas entendre. Mais qu'est-ce que toi tu entends par marquer l'histoire de ton sport? Moi, marquer l'histoire de mon sport, c'est juste inscrire mon nom dans des endroits. Juste laisser une trace, montrer qu'on a réussi à faire des choses que pas tout le monde peut le faire, justement. Mais ça commence par juste gagner la coupe de son club et on a notre nom sur cette coupe. Marquer l'histoire, c'est aussi pour soi-même aussi montrer qu'on a réussi à accomplir des choses dans
dans la profession ou dans le domaine dont on donne corps et âme tous les jours. Et moi, marquer l'histoire de mon sport, ça veut juste dire, pour moi, de laisser une trace, que les gens ils se souviennent de ce que j'ai pu faire. Et donc que ce soit gagner la compétition du quartier, le championnat départemental, le championnat national, ou gagner sur le DP World Tour, ou gagner des majeurs, bah, ça veut dire, moi, ça me parle justement de laisser une trace, d'inscrire mon nom dans des cahiers, sur des coupes, ou en tout cas à des endroits où pas tout le monde y arrive, parce que c'est super dur. Et voilà, moi, c'est ça qui m'anime, c'est juste de laisser une trace et que les gens se souviennent de... Même si on ne se souvient pas, de personnellement savoir que j'ai accompli des choses incroyables. Et quelles sont les traces déjà que tu as laissées alors? Déjà, dans chaque compétition que j'ai pu gagner depuis tout petit, mais chacun d'entre nous, de chaque petite compète qu'on a gagnée. Il y en a qui te parlent, il y en a une ou deux qui te parlent un peu plus, ceux qui te tiennent à cœur un peu plus. La Coupe Chippy 97. Ouais, c'est vrai que j'ai gagné la Coupe du Nougat d'Or et franchement, c'est quand même incroyable. Non, j'ai été champion d'Europe. Je pense qu'on peut difficilement, dans une carrière amateur, laisser une plus grosse trace sur notre continent qu'être le champion du continent. D'être champion de France. J'ai gagné sur l'Apps Tour en tant qu'amateur, 2 fois d'affilée, en 2 semaines back-to-back. C'est des choses, mais ça veut pas dire... si quelqu'un le fait pas, ça veut pas dire qu'il aura pas marqué son histoire de son sport. En fait, c'est juste dire que moi, dans mon histoire de mon sport, j'aurais marqué ça et peut-être que je gagnerai 2 majeurs et qu'on parlera de moi comme une légende, ou peut-être que je gagnerai pas 2 majeurs, mais pour moi, j'aurais écrit une page de mon sport personnellement, quoi. Et tu as été champion de France en plus, tu as gagné le trophée. J'ai gagné le trophée Jean Garayal, c'est vrai, au Médoc. Quand même. Vas-y Antoine, pardon. Et tu as gagné, tu m'as pris 50 € aussi il y a 3 ans. Ouais, mais tu avais super bien joué à Osgore. Ça n'avait pas été télévisé. En plus, il en rajoute en plus. Ouais. Mais j'ai marqué l'histoire de Kevin Turlan, en tout cas. Et oui, exactement. C'est déjà pas mal. Hein. Non, mais tu vois, comme tu disais, c'est vraiment marquer l'histoire de son sport, et je pense que ça va aussi parler à beaucoup d'amateurs, parce que comme tu dis, c'est que, je veux dire, quelle que soit la compétition, que ce soit la Coupe du Chapeau ou que ce soit un majeur, marquer l'histoire n'a pas de limite. Maintenant que tu as marqué l'histoire en tant qu'amateur sur le Apps Tour, sur le Challenge Tour, maintenant ça va être, j'imagine, marquer l'histoire sur le Tour européen. Et si on parle un petit peu de tes débuts déjà, il me semble pour cette nouvelle saison, tu as déjà fait 2 tournois. Bon, je ne compte pas l'Open de France que tu as fait cette année, mais début de saison, 2 tournois faits avec un Miss Cut et un top 20 à l'île Maurice. Est-ce que tu perçois déjà des différences entre les parcours que tu as joués sur le Challenge Tour et ces 3 parcours déjà du Tour européen? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te marque plus par rapport à d'autres? C'est vrai que là, entre guillemets, le sort a fait que j'ai quand même joué 3 parcours, et 2 de ces parcours-là, c'est quand même le Golfe National et Leopard Creek. Donc je pense qu'on peut faire difficilement plus dur sur le Tour européen. Donc Valderrama avec du vent, et t'as fait les 3 plus durs, quoi. Et donc c'est clair que pour le moment, j'ai l'impression que sur l'Apps Tour ou sur le Challenge Tour, il y a des compartiments qui sont primordiaux pour s'en sortir, mais pas tous. Enfin, ou en tout cas, on n'a pas... Quels sont lesquels, si tu pouvais rapidement les citer? Sur l'Apps Tour, c'est ce qui m'a aidé, il faut être ultra performant au wedging, parce qu'il y a beaucoup de coups de wedge. Mettre en jeu, c'est pour moi, j'ai trouvé que c'était pas la chose la plus compliquée, ou en tout cas qui punissait le plus quand on ratait. Et je trouve que ça, c'est vraiment le mot, même sur le Challenge Tour. Il y a des parcours qui étaient ultra durs, j'ai trouvé, mais sur la majorité... ça punit pas autant que sur le Tour européen, et même par les positions de drapeau. Là sur le Tour, il n'y a pas un drapeau qui était plus loin que 4 feet du bord. Pour moi, ça me paraît aberrant, en termes de difficulté. Je trouvais ça ultra dur, mais je me suis dit tant mieux, parce qu'au moins ça montre qu'il va falloir être ultra discipliné et augmenter le niveau d'intensité sur la concentration et sur la rigueur dans chaque coup et dans chaque calcul et manière de penser. Et donc ouais, pour moi, la plus grosse différence, c'est vraiment comment le mauvais coup est puni. Et plus on monte de circuit, plus le mauvais coup, il est puni sévèrement, et il te fait reculer, surtout au classement. Je pense que sur l'Apps Tour, un bogey, il te fait pas perdre autant de place que sur le DP World Tour. Donc, moi, j'ai pas d'expérience dans ça, je peux pas m'avancer sur ça. C'est vrai que j'ai joué 2 parcours monstrueux sur les 3 que j'ai pu jouer. Donc j'ai une image un peu
peut-être un peu faussé parce que je connais pas tous les parcours et j'ai pas joué de parcours où ça s'est gagné à moins 25, donc peut-être que quand ça le fera, je me dirai bon en fait il y a aussi des parcours faciles, mais enfin par exemple Seb a 1000 fois plus d'expérience, enfin pour le moment 79 ou 80 fois plus de tournois que moi, donc c'est vrai que il peut en parler, moi je suis pas légitime à en parler, donc voilà, j'ai juste envie de les découvrir les uns après les autres et de voir ce qui me manque, mais aussi surtout de voir où je suis plus fort que les autres, parce qu'il y a forcément des choses où je suis plus fort que les autres. Et tu te sens comment à l'idée justement de jouer cette première année ? C'est excitant et c'est ce que m'a répété Jeff, et en fait il a complètement raison, il faut que je m'amuse. J'ai 22 ans, je joue déjà sur le tour. Voilà, il faut juste kiffer et juste apprécier le fait d'être là, de clairement pouvoir vivre mon rêve, et il y a tellement de personnes qui travaillent dur pour que moi c'est arrivé très vite, et donc il faut que je profite un max. Tom, je voulais parler un petit peu des stats. Est-ce que tu es quelqu'un qui les regarde énormément ? Est-ce que tu t'appuies sur ça ? Ça ne t'intéresse absolument pas parce que tu vois, par exemple, je suis devant les stats et je regarde notamment le vainqueur de l'Arrest to Dubai l'année dernière, un certain Rory McIlroy. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. McIlroy, excusez-moi. Voilà, McIlroy, c'est un anglais. Islandais. Il fait quand même une saison exceptionnelle. Si je regarde un petit peu les extrêmes, on voit que sur driving accuracy, donc sur le nombre de fairways qu'il touche, il a touché à peine la moitié des fairways. Tu vois, 51,51% des fairways touchés, ce qui le place à la 156e place du classement. Et à côté de ça, la moyenne de ses putts par tour est de 27,83 et il est premier à ce niveau-là. Est-ce que du coup, tu es quelqu'un qui accorde de l'importance sur ces stats, ou vraiment c'est quelque chose qui te passe au-dessus de la tête et j'ai envie de dire que c'est plus secondaire, voire tertiaire par rapport à d'autres choses ? J'y accorde de l'importance parce qu'on peut voir par exemple sur Insta qu'à chaque début d'année je marque mes objectifs et donc je note des stroke gain et des dispersions que je veux avoir. Je m'appuie un petit peu dessus. Par exemple là cette année, pour fixer mes objectifs de 2024 dans le jeu et pas dans le résultat, je suis allé regarder les mecs sur le tour et j'ai pris le premier, le 50e, le 75e et le 100e il me semble, et j'ai noté toutes les stats de ces gars et pour avoir un peu une petite comparaison. Mais je trouve que les stats, mine de rien, c'est bien, il faut regarder parce que ça donne du concret à ce qu'on pense, mais des fois il y a des choses qui sont un peu faussées. Sur les stats, ils vont prendre un chip de 20 mètres du rough qui finit à 5 mètres, sauf qu'il ne sait pas que le rough il était short side, que le drapeau il était à 3 mètres du bord, qu'il y avait vent avec, grain avec et que c'était en descente. Et donc un chip à 5 mètres c'est un chip exceptionnel, sauf que statistiquement ça peut te mettre moins 0,20 de coups perdus par rapport au champ. Donc il faut tout prendre avec des pincettes. Moi je prime d'abord le ressenti, mais c'est vrai qu'il faut avoir des chiffres, parce qu'un mec qui dit je rate que à droite et après tu vois sur les stats que 80% de ses coups ils sont à gauche, ça fait une prise de conscience aussi. Bien sûr. Sur les stats, du coup, toi, où tu voyais que tu as besoin de faire encore... là, en l'occurrence, tu n'as joué que deux tournois sur le tour. Mais si on résume sur le Challenge Tour, sur quoi tu as rempli tes objectifs, entre guillemets, de stats, et qu'est-ce qui, entre guillemets, quel compartiment de jeu a été le moins bon, on va dire, sur ta saison 2023 ? Je m'étais fixé des objectifs quand même très très hauts. Je les avais mis sur Insta, je peux les retrouver dans mes notes, mais c'est vrai que j'avais fixé des objectifs très hauts, et mine de rien, dans le contenu, par exemple sur la moyenne de score, sur le nombre de points marqués sur l'année, il y a plein de choses où j'avais du coup, entre guillemets, pas rempli mon contrat. Enfin, je n'avais pas atteint mes objectifs. On les a devant nous là actuellement. Et t'en as rempli pas mal quand même. J'en ai rempli pas mal sur les stroke gain, il me semble, sur le driving, sur le stroke gain driving. Moi, ça a toujours été un point où j'ai pas toujours été aussi performant que maintenant, et donc j'essaye de tous les ans d'élever mon niveau de driving, parce que c'est important, parce que de par ma qualité de fairing, si j'arrive à prendre les fairways du mieux possible et le plus loin possible, je vais tirer mon épingle du jeu. Et donc ouais, j'ai toujours mis des objectifs en stroke gain et en dispersion, et j'essaye de m'y tenir.
Mais sur le Challenge Tour, j'ai eu un changement d'équipementier aussi qui m'a un peu dérangé sur le début de saison, notamment sur les wedges. Donc le chipping, ça a été un peu plus délicat, qui n'était pas au niveau de ce que j'ai toujours produit. Mais après, c'est toujours pareil, je monte coup sur coup de circuit. Et donc, le niveau d'exigence est différent. Et donc, peut-être que ce que je pense un excellent chip sur un tournoi amateur ou sur l'Abs Tour qui finit à 3 pieds, peut-être que sur le Challenge Tour, il finit à 4 pieds et demi. Et sur le Tour européen, il finira à 6 pieds. Et donc, à 3 pieds, ce sera dedans. Et à 6 pieds, ce sera plus qu'une fois sur 2. Donc, c'est plein de petites choses qu'il faut prendre en compte. Et avec l'expérience et avec des gens d'expérience autour de moi, dont mon staff, ils vont pouvoir m'aiguiller et me mettre un peu la tête sur les épaules sur ça. Mais d'ailleurs, ça a toujours été un petit problème, hein, malgré tout. Moi, pour avoir joué surtout de la 3e division, j'ai vu des personnes partir de la 3e division, en revenir, partir du Tour européen alors qu'ils étaient montés l'année d'avant. Et c'est vrai que je trouve que entre les différents circuits, comme tu le dis, il y a des exigences qui sont vraiment différentes. Et du coup, parfois, ça colle pas forcément avec ceux qui montent d'une division à une autre. Ils n'ont pas forcément les atouts qui sont nécessaires pour le niveau d'au-dessus, alors qu'ils ont survolé. Alors, je cite pas du tout notre ami Antoine Schwartz, par exemple, qui l'a vécu, qui a été monté 2 fois par le Pro Golf Tour. Non, une seule fois, Une Kevin. seule fois. Ça se voit que tu es mon meilleur ami, donc j'apprécie que tu connaisses ma vie, c'est très gentil. Mais oui, je te vois gagner tout le temps, c'est pour ça. Oui, bien sûr, on en reparlera plus tard. Mais c'est vrai que toi, tu avais, comme disait Tom, le petit jeu wedging et putting qui était très très développé. Et c'est vrai que sur le Challenge Tour, ça a été plus difficile pour toi sur les mises en jeu, par exemple. C'était quoi ton ressenti par rapport aux différents niveaux de circuit? Non, complètement. De toute façon, le petit jeu a toujours été un point fort chez moi, c'est certain. C'est vrai que lorsque j'ai gagné l'Ordre du Mérite du Pro Golf Tour, j'avais un driving qui était présent, qui normalement est mon point faible, et c'était devenu un point fort. Et quand je suis passé sur Challenge Tour, certes, j'ai voulu faire certains changements. Mon point faible, qui était le driving, est du coup devenu moins bon que ce qu'il n'était. Et du coup, le petit jeu a pris un coup. Ce qui fait que ça a été un petit peu la dégringolade. Le driving, je veux dire, c'est quand même le premier coup que tu vas balancer depuis le départ. Donc, si tu n'es pas capable de le mettre sur le fairway, ça cause quelques soucis. Mais ouais, je trouve que sur les circuits satellites, comme le disait Tom, c'est quand même une très bonne école pour t'apprendre à wedger, t'apprendre à chipper, t'apprendre à putter et t'apprendre à scorer bas. Et ça, c'est quand même indispensable. Derrière, on passe une autre étape sur les tournois du Challenge Tour où les parcours commencent à être un petit peu plus longs, un petit peu plus préparés. Et ensuite, derrière, sur le tour, on est sur l'apogée de la difficulté des parcours, quoi. Parce que moi, je le voyais dans l'autre sens, justement. Je me disais, est-ce que les circuits préparent bien au circuit supérieur, tu vois? Est-ce que le Abs Tour ou le Pro Golf Tour ont des parcours à proposer qui en fait t'entraînent suffisamment pour être performant sur le Challenge Tour? Et est-ce que la même chose, est-ce que sur le Challenge Tour, tu joues des parcours toute l'année qui te préparent vraiment pour le DP World? Là, on peut te demander à Seb, qui a joué pour le coup les 3, un peu plus longtemps que Tom sur le Tour. Toi qui as joué les 3, est-ce que tu penses que c'est des bonnes écoles ou c'est vraiment des choses qui sont quand même différentes et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui se font des désillusions l'année d'après? Ouais, je pense que les circuits sont différents. Après, j'ai la chance de devoir vraiment réfléchir à quand est-ce que j'ai joué un tournoi de l'Alps Tour, parce que c'était il y a quand même très longtemps, donc j'ai plus beaucoup de souvenirs là-dessus. J'avais, comme Tom, un souvenir d'un driving qui était vraiment pas très exigeant, et c'était un espèce de concours de wedging et de putting, et tu pouvais te permettre d'être aussi agressif que tu voulais. Et sauf que, comme il le disait très justement, plus tu montes dans les circuits, plus le coup moyen ou le coup moyen mal réfléchi ou juste le mauvais coup, il va être beaucoup plus pénalisé. Ça va soit être par la qualité des parcours, soit par les positions de drapeau, soit simplement par la préparation des parcours. Mais oui, effectivement, quelqu'un qui joue très très bien sur l'Alps Tour ne va pas forcément très très bien jouer sur le Challenge Tour, et quelqu'un qui joue très très bien sur le Challenge Tour, plus les parcours évoluent sur le Challenge Tour, plus les mecs se mettent à bien jouer sur le Tour européen. On voit de plus en plus de mecs qui jouent sur le Challenge Tour, qui ne gagnent pas sur le Challenge Tour pendant 2 ans en jouant très bien sur le Challenge Tour, et l'année d'après sur le Tour européen ils gagnent. Donc je pense que c'est quand même qu'au bout d'un moment, les meilleurs en tout cas sur le Challenge Tour finissent pour pouvoir monter à développer un niveau de jeu qui est celui qui est réclamé sur le Tour européen. Et je pense, et ça on a déjà pas mal parlé avec Tom, et moi ça avait été d'autres plus âgés que moi qui m'en avaient parlé quand je suis monté,
l'une des choses primordiales à faire quand on monte, c'est à continuer à faire les mêmes choses. En fait, c'est que le niveau de jeu que tu as développé pour monter d'un circuit à un autre est suffisant pour se maintenir sur ce circuit, selon moi. Et la grande erreur est de vouloir chambouler. Je suis d'accord avec toi, Seb. Je te coupe par rapport à ça. Désolé, je le prends comme une expérience personnelle. C'est que j'ai voulu changer entre ma saison sur le Pro Golf Tour et ma saison sur le Tour européen. J'ai voulu faire des choses. Pardon, oui, Change Tour. Excusez-moi, je me voyais dans mon rêve. Excusez-moi, je me réveille, c'est bon, ça va mieux. Donc, effectivement, j'ai voulu faire des changements. Alors que pourquoi changer ? Sachant que je sortais d'une très bonne saison et l'erreur a été faite par d'autres joueurs que je ne vais pas citer pour ne pas les offenser, mais je crois qu'on est beaucoup à faire cette erreur et que maintenant par ces expériences-là je pense qu'elle va être beaucoup moins reproduite et ça passe la même chose du Challenge Tour sur le Tour européen bien sûr. Après elle est humaine, c'est une erreur qui me semble tout à fait humaine où en fait tu arrives dans un monde que tu connais pas forcément, tu as envie de faire mieux, tu te dis que les gens jouent mieux que toi et du coup tu as envie de progresser. Et effectivement, avec le recul, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Et des joueurs le disent et souvent ceux qui ont fait l'expérience comme toi le disent après. Mais c'est légitime. Ça part pas d'une mauvaise intention. Tu avais envie de faire mieux, tu avais envie de progresser. Donc, faut pas non plus s'en vouloir là-dessus. Mais effectivement, tu peux pas avec le recul, tu ferais peut-être différemment. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui jouait sur l'Alps Tour ou dans le monde amateur, qui 2 ans après, comme Tom, se retrouve sur le Tour européen. Et qui passe de jouer avec des amateurs qui font une mauvaise journée, qui font 84, et 1 an et demi après, tu es au practice avec Louis Oosthuizen. Donc tu peux quand même à un moment, tout d'un coup, tout va tellement vite, te dire attends, mais qu'est-ce que je fous là attends, mais le mec, il est beaucoup plus fort que moi. Et c'est un truc que j'ai adoré dans ce que disait Céline Boutier, quand elle disait qu'elle jouait avec une nana comme Nelly Corda. Elle disait, moi, je trouve qu'elle swing incroyable, qu'elle joue trop bien, et quand je joue avec elle, j'ai presque un peu... Je le prenais comme ça, un peu le syndrome de l'imposteur, et sauf qu'au bout d'un moment, mais en fait, le truc, c'est que je peux la battre, et en fait, je vais même la battre souvent si je joue à mon meilleur niveau. Donc c'est vraiment ça, c'est ce que disait Tom tout à l'heure sur se connaître, trouver son mode de fonctionnement et aller à fond là-dedans, parce qu'en fait, c'est en étant le plus performant pour soi qu'on va finir par battre les autres. On fait le rapprochement aux autres après avoir nous coché nos cases. À partir du moment là où tu joues, comme tu l'as dit, à la finale, à partir du moment là où tu fais 4 bons tours, tu vas être en position. Si tu fais 4 tours exceptionnels, enfin de très haut niveau, il n'y a forcément pas beaucoup de mecs qui vont te battre parce que ce circuit, tu l'as joué pendant 1 an, tu as joué avec tous les mecs, et puis tu sais que si tu joues plus 4 tours complets, tu sais que tu es devant, en fait. Et là, cette année, tu as un nouveau cadre, tu as un cadre, ça se passe comment là ? Ouais, j'ai un caddie et justement, pour rester dans mon état d'esprit et ma manière de faire, j'ai pris un caddie qui a intervenu beaucoup avec moi dans les équipes de France. Yann Vandal, qui est le caddie en grande partie de la carrière avec Julien Ken, qui a gagné 2 fois avec lui, qui a cadayé Ben Hébert sur ses plus grosses saisons sur le Tour, qui a cadayé Dubuisson, qui a cadayé Christian Sévère. Donc j'ai énormément de chance de l'avoir parce qu'il m'apporte beaucoup d'expérience dans les résas, dans les petits bons plans à avoir en tournoi pour se sentir mieux, pour rencontrer sur mes premiers tournois. Il m'a fait rencontrer les personnes importantes du Tour pour qu'ils sachent qui je suis et moi, vice-versa, savoir qui ils sont pour pas être dans l'inconnu. Il a essayé de m'organiser des petites parties de reco sympas avec des mecs comme Manacero. Pour moi, c'est des idoles. Donc c'est vrai qu'il m'apporte beaucoup. En fait, le manque d'expérience que j'ai et la différence d'âge qu'on a, justement, ça me pousse à être plus mature, à être tout de suite plus prêt et ne pas être surpris par l'environnement. Ouais, il te fait gagner aussi du temps, quoi. Il fait gagner énorme de temps. Et puis en plus, on n'a pas eu à s'adapter, à travailler ensemble parce que vous connaissez depuis un moment. On se connaît. Il a intervenu dans les équipes de France quand j'étais en U18. Donc ça fait déjà un petit moment qu'il me côtoie. Cette année, il m'a cadayé sur 4-5 tournois. Et donc, je lui ai dit, est-ce que ça te tente de repartir sur le Tour parce qu'il avait arrêté. Il faisait des petites interventions par-ci par-là. Et il m'a dit, évidemment, je suis partant. Et donc, justement, il y a des repères. Et c'est le plus important. Trop bien. Et Jeff aussi vient sur les tournois de temps en temps ? Ouais, Jeff vient aussi avec moi de temps en temps. Et j'ai de la chance de l'avoir. Et c'est vrai que c'est un gros gain de temps parce que il va venir avec moi sur une dizaine de tournois
Ça, c'est top. Et m'apporter l'expérience parce qu'il connaît aussi tous les gars. Il sait l'environnement, il connaît du monde, il est respecté. Et c'est vrai que ça m'aide aussi dans la structuration à l'entraînement et de ne pas être surpris par l'environnement encore. Et avec ce staff autour de toi, là, aujourd'hui, donc maintenant membre du Tour européen, mais tu te sens suffisamment armé déjà pour l'étape qui arrive, pour aller plus haut? Et si oui, parce que je pense quand même que la réponse est oui, il est où le plafond pour toi? Moi, je me fixe pas de limite. C'est vrai que je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Mais en réalité, je pense que quand on est tout gamin, on rêve des choses, mais c'est quand on les accomplit qu'on se dit waouh, putain, je pensais pas que ça allait arriver. Et c'est vrai que je me dis, en fait, j'étais amateur, je me suis dit, j'aimerais bien jouer chez les pros. Première année chez les pros, je monte tout de suite. J'arrive sur le Challenge Tour, je me dis, j'aimerais bien valider ma place dans ce monde-là et peut-être monter sur le Tour, et boum, je monte. Donc en fait, je me dis que j'ai juste à rester moi-même et je verrai ma limite, mais je me fixe pas de limite. J'ai envie de monter les circuits les uns après les autres. C'est vrai que maintenant, aller sur le PGA Tour, c'est pas impossible. Après, j'ai des objectifs en Europe à faire parce que j'accorde énormément d'importance au circuit européen de par son histoire. Et je me fixe pas de limite et je me dis que peut-être que ma limite ce sera de faire finale de la Race to Dubai tous les ans, ou peut-être que ma limite ce sera d'être dans top 10 de carrière monéliste et de pouvoir jongler entre le PGA Tour et le Tour et d'avoir des Ryder Cup. Donc j'en sais rien. Et en fait, moi je me dis, le but c'est de pas savoir. Je sais pas, en ayant comme objectif de carrière de vouloir marquer l'histoire de mon sport, justement c'est complètement flou sur les résultats que je vais avoir. Et je vais rester dans la même perspective de carrière parce que je me donne pas de limite et je veux pas me fixer d'objectifs très précis ou de plafond. Faire de ton mieux et voir tous les rêves que tu coches, quoi. Ouais, ça. Et si faire du Tom Vaillant, ça m'amène à gagner un majeur, tant mieux. Et si faire du Tom Vaillant, ça m'amène à non, parce que c'est exceptionnel déjà, mais faire 15 Race to Dubai, tant mieux. Et si c'est de faire 5 Race to Dubai, tant mieux, mais j'aurais quand même fait du Tom Vaillant et c'est en essayant de faire soi-même du mieux possible qu'on voit où est sa limite. Écoute, de toute façon, nous, on te souhaite le meilleur, en tout cas, nous trois, et on croit en toi. Donc, on avait, pour finir, 2 petites questions qu'on voulait te poser, à moins que Seb ou Antoine, vous ayez quelque chose à dire en plus, mais je pense qu'on a bien déjà poncé notre petit homme. Non, moi je voulais juste dire que je trouvais que tu étais quelqu'un d'extrêmement mature, Tom. T'as beau être jeune, mais les résultats que tu réussis à faire comme en très peu de temps, je trouve ça assez dingue. Et c'est vrai que la fédération a fait beaucoup pour ça. Elle aide beaucoup le monde amateur depuis plusieurs années parce que ça devient une de ses priorités. Il y a beaucoup d'investissements, que ce soit l'investissement humain et l'investissement financier. Donc je trouve que la fédération sur ce coup-là fait quand même du très bon travail et je voulais quand même souligner ça parce que je pense que Tom, si tu arrives là où tu es arrivé maintenant, bien évidemment c'est par la personne que tu es, par ton travail, par ton sérieux, mais si la fédération n'était pas aussi investie, tu aurais peut-être pas pu jouer autant de tournois amateurs, tu n'aurais pas pu être aussi bien préparé. Sans la fédé, vraiment... je serais pas là, ça c'est sûr. Et quand même dire aux licenciés qu'ils payent une licence aussi chère pour la saison de Tom Vaillant quand même. Il faut surtout qu'il y ait plus de licenciés pour qu'ils payent plus de choses. L'argent, encore toujours l'argent. Ils augmentent tous les ans. Moi, j'aurais juste une dernière petite question. Il y a beaucoup de personnes différentes qui nous écoutent, des profils différents. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un amateur ou un jeune pro, mais en tout cas qui ont vraiment comme volonté de faire à leur sauce, mais de suivre le parcours de Tom Vaillant pour pouvoir effectivement, potentiellement en faire leur métier? Je pense déjà apprendre à se connaître, c'est le plus important, savoir qui on est, pouvoir exécuter quelque chose de régulier et l'amener à sa manière au plus haut niveau qu'on puisse avoir. Et s'il y a une trajectoire de parcours que je conseille et que vraiment je trouve que
en France, je pense c'est intergénérationnel. On nous a toujours parlé de la transition amateur-pro. On nous a toujours dit que c'est compliqué, qu'il faut beaucoup d'accompagnement. Moi, je l'ai beaucoup entendu parler, je pense, dans ta génération, Seb, ou vous aussi, parce que vous êtes de la même génération. Je pense que vous l'avez aussi entendu par la Fédé, par vos coachs, par votre entourage. Moi, je pense que le plus important, c'est d'adoucir au plus possible cette transition, parce que c'est pas n'importe quoi. Mais mine de rien, en fait, c'est pas grand-chose aussi, parce que on va juste répéter avec un champ de joueurs différent ce qu'on est capable de produire. Et c'est en améliorant ce qu'on est capable de produire qu'on va monter de circuit en circuit. Et donc clairement, adapter son profil et sa planification de tournoi à jouer un max de tournois pro si on veut jouer chez les pros pour vraiment adoucir cette transition et pour en fait que ce soit juste un passage et plus avoir écrit plus 1.2 d'index, mais juste marquer 3 lettres pro. Et donc clairement, c'est jouer un max de tournois pro parce que c'est avec les pros qu'on apprend le plus. Pouvoir se confronter à qu'importe le niveau, mais clairement jouer avec des mecs qui en font leur métier, avec l'intensité, à jouer, à imaginer que là c'est pour de l'argent, même si on a un amateur, maintenant on peut en toucher. Donc sur les Win Tours, sur les Apps Tours, jouer avec les pros un maximum possible et clairement se mesurer à ça semaine après semaine, mettre en place des routines, parce que c'est clair qu'on n'aura pas la même appréhension et on peut changer de routine quand on joue 2 grands prix plus ou moins dans sa région ou déjà jouer je sais pas, dès février, Win Tour de Barbaroux, Win Tour de Royal Mougins par exemple. Donc c'est clair que ça J'adore change. Tom Vaillant quand il nous fait de la pub. Mais non, mais voilà, c'est jouer chez les pros, essayer de clairement d'être comme un poisson dans l'eau dans ce monde-là, parce que si c'est notre objectif, c'est là où il faut performer à la fin. Ok. Écoute, super. Et puis pour le petit mot de la fin, est-ce que ça peut être considéré un petit peu comme le TIS, mais en gros de façon générale, si tu, je pense qu'il a plutôt bien résumé les 2 questions en soi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en gros on voulait un petit peu le bilan de cet épisode. Je pense que tu l'as bien redit. C'est déjà de se connaître soi-même, que ça c'est vachement important pour être un bon golfeur et même un bon humain de façon générale. Et puis et si on peut peut-être rajouter un petit tips, quel que ce soit dans l'entraînement ou sur le parcours pour être plus performant. Voilà, pour être plus performant, ça serait quoi ton petit tips pour l'année 2024 pour les joueurs amateurs? Ça serait quoi le petit tips que tu pourrais leur donner? Entraînez-vous de la manière dont vous voulez être sur le parcours. Si votre objectif c'est de super bien taper au practice, il faut être au practice toute la journée et taper des centaines de balles. Mais si votre objectif, c'est de baisser votre handicap, de rendre des scores qui vous épanouissent ou qui vous permettent d'atteindre vos objectifs, entraînez-vous en fonction de ça. Et donc, adaptez-vous aux situations, allez sur le parcours, amusez-vous avec la balle pour voir dans certaines situations, ce que vous êtes capable de faire. Et voilà, juste entraînez-vous de la manière dont vous voulez atteindre vos objectifs. Écoute, super Tom, merci pour tes conseils. Seb, on te laisse le petit mot de la fin. Écoute, moi je voudrais surtout, avant toute chose, bien évidemment remercier Tom et nous remercier tous les 3 aussi pour cet épisode. Je voudrais remercier la société Callaway Golf qui nous aide au sein de cette aventure, qui fait partie de l'aventure dans nos carrières individuelles, Kevin, Antoine et moi, depuis de nombreuses années. On peut tout retrouver sur le site de Callaway Golf pour les différents produits, avec les gammes Paradigm qui sont encore disponibles. Bientôt des nouveautés, les nouveaux putters AA1. Donc on remercie beaucoup la société Callaway Golf pour son aide. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode des Tontons Golfeurs jusqu'au bout. On espère que cet échange avec Tom vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions, que ce soit par Instagram @lestonsgolfeurs, par mail lestonsgolfeurs@gmail.com ou encore en nous encourageant, en nous mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour le prochain épisode des Tontons Golfeurs. Au revoir à tous. À très bientôt et bon golf. Merci Tom.